Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip, le podcast dans lequel j'explique comment je réalise ma thèse sur la relation de confiance entre les professionnels de santé et les patients et comment je la finance grâce à mon business de formation des professionnels de santé. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous laisse écouter l'épisode 0 ou les résumés de saison et nous allons maintenant pouvoir commencer. Je vais refaire un épisode comme celui de la semaine dernière, c'est-à-dire avec encore moins de filets, encore moins de structure, parce que ça me plaît, parce que je trouve que j'ai moins de choses à dire ces derniers temps. Et donc je vais essayer de continuer ce format, parce que finalement c'est presque plus un espace de liberté qu'un espace dans lequel je dois respecter les codes que je me suis imposés. En tout cas, tant que le travail est fait, on continuera à faire le podcast comme je le sens. Et en ce moment, je le sens sans filet. Peut-être sans rubrique. Je pense que là, il va y avoir des petites rubriques. Mais sincèrement, j'ai pas envie de faire la météo. J'ai pas envie de faire la recommandation. Voilà, je vais juste partager ma semaine comme c'est prévu. Et puis quand je me sentirai de nouveau d'attaque pour adopter la structure définie en saison 2, je le ferai. Mais pour l'instant, voilà, j'ai envie que ce soit un espace libre. Et puis pour ceux qui ont du retard sur les épisodes, ça permettra de faire des épisodes un peu plus courts qui peuvent être rattrapés plus rapidement. Alors j'essaye pour une fois de me filmer, chose qui est très difficile parce que j'ai un peu du mal avec mon image. Bizarrement, ma voix ça va, je me suis réécouté, il n'y a pas de souci. Niveau podcast, je réfléchis pas mal. On va dire que allez, on va dire que c'est la rubrique intro. Niveau podcast, je réfléchis un peu à comment être plus écouté. Ça m'importe, je sais pas vraiment pourquoi, mais ça m'importe. Je crois que c'est un projet que j'aime bien. Et du coup, j'ai un petit peu envie de mettre en place des choses pour que bah, ils grossissent. Et je crois aussi, d'ailleurs, c'est un petit peu lié à ce que je vis en ce moment, que euh, le fait de se lancer, ça comprend du risque, et ça comprend aussi de la réussite, de l'excitation. Et j'ai l'impression que dans les périodes un peu plus creuses comme ça, en événement, je m'ennuie. Et franchement, je m'attendais pas du tout à ce que ça se passe comme ça. Mais ça m'embête d'ailleurs parce que quand il se passe beaucoup de choses, je me plains entre guillemets, c'est-à-dire que je suis stressé, je le dis à tout le monde que je suis stressé, qu'il se passe plein de trucs que j'arrive pas à suivre. Mais là, la machine s'est un peu arrêtée. Donc c'est pas que ça marche pas, c'est que il faut que j'honore mes contrats, j'ai quelques prestations à faire, et puis c'est la fin de mon premier élan là de démarchage commercial. Et bah là, j'ai l'impression que je fais un peu face au vide et que du coup, j'ai plus cette excitation de ah, il se passe un truc stressant, il y a un rendez-vous important, euh, l'impression de s'améliorer et de sortir de sa zone de confort. C'est trop bizarre parce que du coup, je pense que c'est un muscle en fait. Et que c'est. On prend l'habitude de sortir de sa zone de confort et quand on y revient, du coup, la vie paraît un peu plus fade. Et je crois que c'est un petit peu le sujet des entrepreneurs. C'est qu'ils en veulent toujours plus, mais pas forcément que financièrement, mais il y a aussi grossir, grandir, s'améliorer et prendre goût à ce truc de ah, je suis sorti de ma zone de confort, ça a marché, j'ai rencontré cette personne qui est importante, ah, c'est de plus en plus important et de commencer à vivre un peu sa vie comme un jeu vidéo et de voir qu'on monte de niveau. Et quand on arrête de monter de niveau, bah, on prend ça comme une redescente. Et je pense que ça joue un peu sur ce que j'éprouve en ce moment. Dites bonjour à mon chat si vous l'entendez. Euh, il est très demandeur et je pense qu'il a envie qu'on s'occupe de lui. Mais je le ferai après le podcast. Euh, voilà, globalement, un petit propos introductif. Euh, Par rapport à la thèse, tiens, on va faire une rubrique thèse. Par rapport à la thèse, ce que je m'étais dit, c'était de m'intéresser à quel projet je pouvais finir le plus rapidement possible. Donc les articles sur lesquels je suis globalement. Euh, et de faire le reviewing d'un article scientifique sur lequel j'ai décidé d'être reviewer. Le reviewing s'est bien passé, ça m'a pris 3-4 heures. Oui, une matinée en gros. Et
j'essaye en tout cas d'être le reviewer que j'aimerais avoir, c'est-à-dire de ne pas prétendre que je m'y connais mieux que la personne, mais plutôt de donner un point de vue sur ce que j'aurais aimé, sur là où j'ai moins compris, assumer quand il y a des champs de littérature que je connais moins et que du coup je pose ma question parce que je connais moins le champ de littérature. Euh, voilà, globalement, c'est pas compliqué, hein. C'est un peu comme si on devait relire le devoir d'un pote où on peut critiquer un peu tout. Donc, j'essaye d'être carré et d'expliciter mes choix. Ça se fait physiquement sur le site. En fait, on clique sur un lien, on arrive sur un site et puis on a des blocs sur lesquels on peut mettre nos paragraphes de commentaires. Et puis ce qu'on suggère, c'est on suggère une modification mineure, des modifications majeures, ou un rejet ou une acceptation directe de l'article par le journal. Et donc, bah, moi, j'ai proposé des changements mineurs. Voilà, c'est pas très compliqué, je vais pas aller dans les détails. Je trouve qu'il y a des choses qui étaient basiques, qui étaient hors de mon domaine, style, bah, mais comme n'importe qui pourrait critiquer mes travaux aussi, de mon point de vue, leurs hypothèses étaient pas. Je vous donne des exemples pour que vous vous rendiez compte un peu de ce que je dis. Il y a un point théorique que je trouve pas clair et qui est un peu plus dans mon domaine où je trouve que ça nécessiterait d'en dire plus. Les hypothèses, je les trouve pas claires et surtout elles sont pas dirigées parce qu'une hypothèse, ça doit être dirigé. Eux disaient, je pense que le concept A est lié au concept B, a un impact sur le concept B. Et en fait, normalement, une hypothèse, c'est, je pense que ça a un impact du sens que si la variable A augmente, la variable B augmente, ou si la variable A augmente, la variable B descend. Enfin voilà, expliquer un lien de relation, parce que juste dire A et B sont reliés, c'est pas vraiment une hypothèse. Une hypothèse, ça doit être une attente sur la nature du lien. Enfin voilà, moi je trouve qu'on pouvait aller un peu plus loin que juste dire la variable A est liée à la variable B. Et puis voilà, des petites critiques méthodologiques, enfin surtout besoin d'explication de la méthodologie, puis voilà, vraiment des détails. Ce que je pourrais très bien entendre pour un article que je ferais relire pour moi. Donc belle expérience, je pense que normalement on va me redemander mon avis, etc. Et ce qui me rassure, c'est que c'est pas quelque chose qui demande énormément de temps. Donc ça donne envie de le refaire parce que je crois que ça peut, ça fait partie du business. Ça peut aider, en fait, on peut avoir des réductions. Si on a été reviewer pour un journal, on a des réductions quand nous on veut publier un article. Donc ça peut être intéressant. Moi je l'ai plutôt fait pour l'expérience parce que bah, comme je l'ai déjà dit, j'ai un petit peu plutôt envie de me dissocier du circuit classique des revues qu'on doit payer pour publier. Donc là, je l'ai pris parce que c'était un sujet qui m'intéressait. Et voilà, petit reviewing fait. Ça, c'était le premier sujet, on va dire, niveau thèse cette semaine. Mais il y avait un autre sujet qui était trouver le projet sur lequel je peux avancer le plus possible et avancer dessus. Et en fait, bah, tout simplement, une de mes encadrantes qui devait continuer de relire un des articles, l'article numéro 2, sur la création d'une mesure de la confiance envers les groupes, était en vacances. Et je vais la voir la semaine prochaine. Et du coup, je vais rediscuter de où on en est et de ce que je peux faire. Donc finalement, c'était pas la semaine sur laquelle c'était pertinent de travailler sur cet article 2. Et du coup, bah, je me suis mis à fond sur l'article 3 parce que là, l'état d'avancement qui reste dépend de mon effort à moi. C'est-à-dire que personne ne peut m'arrêter à avancer sur ce projet. Donc je préfère avancer ça parce que le reste, j'attends des critiques, des avis, etc. C'est frustrant parce que des fois, c'est des articles sur lesquels je me sens à 80-90% de publier. Mais en fait, entre le pourcentage de l'avancement des articles et le pourcentage temporel, des fois, on pense avoir fini l'article et en fait, il va être relu par des auteurs et on va refaire un aller-retour pendant des mois. Alors que des fois, un autre article, il peut être écrit à 50%, mais en fait, on va un peu nous laisser tranquille sur la réalisation, ce qui fait qu'on va pouvoir le finir. Donc c'est ça qui fait que c'est difficile de juger l'état d'avancement des articles. C'est parce que des fois, ça bloque à des endroits, et si ça bloque à 90% d'avancement,
Et bah c'est dommage et c'est frustrant, mais voilà, il faut savoir jouer avec ça. C'est le côté positif de faire plusieurs articles en même temps. Je pense que beaucoup de doctorants vivent ça. Je pense que d'autres ne le vivent pas et du coup sont d'autant plus frustrés quand il y a un frein sur un de leurs projets parce que limite tu fais plus rien, même si tu fais toujours des choses, hein. Tu refais un peu plus de cours, tu refais un peu plus de littérature, tu es relié à d'autres projets. Mais voilà, c'est un des trucs positifs, c'est que du coup je balance d'un article à l'autre dès qu'il y a un frein temporel. Et donc, c'est plutôt sur cet article 3 que j'ai travaillé. J'ai pas grand chose à dire, je vais pas m'étaler dessus. À part que c'est vraiment ce que j'aime faire, je crois, écrire et réfléchir. Ce qui est super intéressant là, c'est que je fais du fondamental. Je réfléchis sur ce qu'est la confiance, comment on la définit, comment on la mesure, quelles sont les critiques qu'on peut adresser à la littérature, en tout cas aux articles qui proposent une mesure de la confiance. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Euh, j'ai pas mal avancé. Je me rends compte quand même en avançant qu'il y a plus de travail que ce que je pensais. Mais j'avance doucement, sûrement. J'ai beaucoup d'idées. J'ai envie de transmettre des belles choses, des belles idées qui apportent quelque chose au, au contexte de la confiance, à la littérature sur la confiance. Et donc voilà, on va y aller. On va continuer. On va essayer de toujours avancer ça, sur ce point la semaine prochaine. J'aurais pas fini la semaine prochaine non plus. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de résultats à dire, il faut que ce soit explicite, il faut structurer. Mais en fait, il y a surtout beaucoup de discussions à faire. Parce que c'est un article euh, très mis à plat de la littérature. Et donc les stats sont pas compliqués, mais par contre, justement, je dis plein de trucs. Par exemple, je sais pas, la plupart des articles sortent entre 1979 et 2011, où bah voilà, il y a X articles qui définissent la confiance comme ça, d'autres qui définissent la confiance comme ça. Et en fait, ça, je peux le dire, c'est facile. J'ai juste à dire, bon, il y a 40% qui sont sortis avant 2011, il y a 20% d'articles qui utilisent tel mot dans la définition. En fait, le plus dur, c'est qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que j'en tire, et qu'est-ce que je peux analyser, et surtout quel point de vue critique je peux adopter derrière ça. Alors j'ai les idées, mais il y a justement beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de liens théoriques à faire, et ça risque de mettre du temps à exprimer vraiment clairement ma pensée sur le sujet, et puis d'être pointilleux, de rester humble, parce qu'on peut critiquer, mais on peut pas incendier non plus. Et donc c'est un travail qui m'intéresse beaucoup, mais voilà, ça va demander du temps de faire un ping-pong entre les résultats et leurs discussions. Partie très importante des articles scientifiques, on a montré quelque chose et qu'est-ce que ça veut dire. Et là même la chose que j'ai montrée n'est pas très complexe, parce que juste je mets à plat, j'explique comment la littérature se porte sur ce sujet. Et c'est plutôt à la fin qu'il va falloir batailler pour être précis et défendre mes idées et mes critiques sur la littérature. Donc ça va mettre du temps. J'aurai pas fini la semaine prochaine. Mais je vais avancer la semaine prochaine dessus. Voilà pour la rubrique thèse, tout simplement. Pour l'entreprise, j'ai tout simplement avancé sur un seul truc, qui est ma formation sur le burn-out, pour apprendre aux médecins généralistes à diagnostiquer et accompagner les personnes qui vont vers le burn-out ou qui sont en burn-out. Sujet qui m'intéresse. En fait, je vis un peu une période calme dans laquelle je peux me permettre de beaucoup réfléchir, de produire. Euh, Ce qui est étrange à vivre, surtout pour un point que je vais partager dans le développement personnel. C'est pour ça que j'ai du mal à remplir les autres rubriques, mais c'est pas grave, on est libéré des attentes que je me suis fait, de devoir parler beaucoup, etc. C'est une phase où justement j'ai peu de tâches, quoi. Je travaille sur deux trucs, la thèse, un article, et l'entreprise, une formation, tout simplement. Donc je m'intéresse, je vais revoir mes cours, je demande des rendez-vous à des gens qui peuvent m'aider, je regarde des conférences, je réfléchis, je travaille avec ChatGPT. Voilà, je réfléchis dans mon bureau et je fais ma petite popote pour essayer de comprendre et surtout d'être pertinent en fait. La grosse réflexion autour de cette formation, c'est je réfléchis beaucoup à mon éthique en tant que formateur et en tant que psychologue du travail du coup à me dire qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, comment, quel est le but réellement,
en quoi je peux vraiment servir les personnes qui m'écouteront et avec qui je vais travailler. Euh, Est-ce que la théorie est pertinente en elle-même ou est-ce qu'elle doit servir à quelque chose? À quel degré je vulgarise entre vouloir être factuel et donner des articles mais être compréhensible et pas noyer, ni vouloir trop juste me mettre en avant parce que je sais des choses. Surtout passer moi ma curiosité intellectuelle des modèles et de la psychologie euh, et de vraiment travailler plus par objectif pédagogique, qu'est-ce que je dois transmettre, qu'est-ce qui est important pour un médecin généraliste qui est face à quelqu'un, plutôt que qu'est-ce que je trouve intéressant. C'est dur de dissocier, enfin quand on est intéressé par sa discipline, c'est dur de dissocier de ce qui est intéressant, de ce qui est pertinent à transmettre. Mais c'est des réflexions que j'aime bien mener et du coup voilà, je fais très attention à me dire, euh, même si ta formation paraît vide théoriquement, retiens qu'elle ne l'est pas parce que du coup je tire, par exemple, je peux tirer des grandes idées de modèles, mais je vais pas dire que ça vient d'un certain modèle ou alors je donnerai juste mes références après. Et il faut que je parte un peu de cette envie de vouloir paraître pertinent par la science, mais plutôt d'utiliser la science pour être pertinent. Ouais, c'est plutôt bien dit, ça me va. Ce sera ma phrase sous mon nom dans mon site internet. Donc voilà, je travaille sur cette formation. Là, il faut que je fournisse un sommaire pour que ce sommaire soit soumis à l'ANDPC, qui est une instance, une institution qui permet de valider les formations de santé pour qu'elles soient remboursées par pour qu'elles remboursent les professionnels de santé quand on leur dispense. Et comme ça, moi, l'organisme de formation avec lequel je suis lié fait la démarche pour que ce soit validé. Et si c'est validé, ça veut dire que leurs clients peuvent être remboursés en faisant la formation. Et vu que c'est leur modèle économique, ils peuvent la proposer. Ils ont des clients. Pas un pourcentage, j'ai un prix fixe par formation que je fais. Et tout va bien. Donc là, je veux bien travailler sur le sommaire pour suivre les objectifs pédagogiques clairs sur lequel je suis en train de réfléchir, tout en me remettant en tête ce que c'est que le burn-out, parce que je sais ce que c'est en tant que psychologue du travail. Je l'ai vu en cours, j'ai des connaissances, j'en discute, mais voilà, faut toujours réactualiser ses connaissances, ce que je fais. Donc construire, apprendre, vérifier, reconstruire, apprendre, réflexion éthique, voir des gens. C'est ce que je vis en ce moment. Et voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur ce projet. Ça fait partie des choses que je fais en ce moment. Et j'ai beaucoup enlevé les petites tâches du quotidien, administratif, le non urgent, non important. Donc là, en ce moment, ma vie, c'est un article sur la thèse, une formation pour l'entreprise. On va au sport, on mange, on dort et on refait pareil le lendemain. C'est... Voici pourquoi on peut questionner ma santé mentale, c'est que les jours se répètent et peuvent paraître... c'est bizarre parce qu'ils sont stimulants intellectuellement, mais en même temps pas stimulant dans la routine que ça impose. Et donc ça, je sais pas trop comment faire. Sincèrement, j'ai l'impression que cette course à vouloir être heureux est totalement vaine, et j'ai l'impression que je cours pour être heureux, alors que courir ne sert à rien pour être heureux, et que peut-être même qu'être heureux, c'est d'arrêter de courir pour l'être. Bon, je fais un peu de philosophie, désolé pour ceux qui n'aiment pas, mais c'est une vraie, enfin, ça soutient une vraie réflexion du moment, en fait, de se dire, j'ai l'impression de chercher un état parfait. Bon, bah, allez, justement, on passe dans la rubrique développement personnel, parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose. Si, alors, juste avant, je vais arrêter Twitter, je vais pas fermer mon compte. Mais sincèrement, ça m'apporte rien. J'ai peu ou pas de likes, à part Clément, je te remercie. Une autre personne, et puis après, c'est des bots, et en fait, le monde de Twitter ne m'intéresse pas. Il faut tirer sur les autres pour exister. Euh, je n'intéresse pas le monde de Twitter, il faut se le dire aussi, parce après une centaine de posts, bon, je sais pas, je suis pas tombé dans l'algorithme ou j'en sais rien, mais globalement, je peux aussi considérer que les gens s'en fichent de ce que je produis sur Twitter. J'ai pas de gens qui sont venus du podcast pour venir sur Twitter, donc globalement, ça ne marche pas, ça me prend de l'énergie, ça me prend du temps. Voilà, tout simplement, on va pas s'éterniser sur Twitter, je vais pas fermer mon compte.
Mais j'ai arrêté Twitter. Voilà, c'était pour la partie réseau entreprise. Allez hop, on passe à la rubrique suivante, la rubrique développement personnel. Alors, pour le développement personnel, je reprends un petit peu là où j'en étais avant, c'était la quête du bonheur, en fait la course au bonheur surtout. J'ai l'impression que c'est ce que je vis. Chaque semaine, je rajoute une habitude, chaque semaine je réfléchis, je me dis tiens mais pourquoi là je me sens pas bien. Là, faudrait que je mange mieux, faudrait que je me réveille, faudrait que je fasse ça, faudrait que je mange ça, que je fasse sport X fois par semaine. Je m'efforce vraiment beaucoup de trouver mon rythme et le rythme parfait. Et en fait, j'ai l'impression que le rythme n'est pas tout à fait corrélé au bonheur. Et que si on adopte, et c'est dur pour moi d'admettre ça parce que c'était ma croyance hein, sur comment on gère une vie, euh, même en suivant une discipline de fer, sincèrement, je, je sais pas, le bonheur vient pas comme ça en fait. Je sais même pas vraiment ce que ça m'apporte de faire tant ces habitudes-là. Je pense que c'est pour ça que je les ai arrêtées la semaine dernière, arrêté de les compter et de les noter. Enfin, que ça joue sur ma note de la semaine. Et du coup, je suis un petit peu en train de me dire que la quête du bonheur se trouve peut-être dans l'arrêt de la quête. Ça fait très bateau comme ça, mais ouais, il y a quand même une idée de l'acceptation un peu de qui on est, de ce qui se passe et de l'effort qu'on fait, qui est important. Plus que d'aller se dire ah bah attends, je marche, je fais du sport, je mange bien, il y a bien un moment où je tomberai à être heureux. J'ai l'impression que ça marche pas comme ça en fait. Et je suis peut-être tombé dans cet écueil-là sur lequel il faudrait travailler. Finalement, j'y travaille parce que du coup, c'est en me laissant un peu plus libre de mes mouvements, en étant un peu moins le chef autoritaire de moi-même, ça m'aide peut-être un petit peu. En tout cas, j'essaye d'autres solutions. Et du coup, ouais, je peux revenir sur ma décision de arrêter de compter les habitudes. Alors, sincèrement, ça a moins d'impact négatif que ce que je pensais, c'est-à-dire que j'ai pas tant lâché mes habitudes que ça, parce que je l'ai fait sur l'appli là que j'aime bien, Habitica. D'ailleurs, je suis un mage de niveau 15, je crois, ou 16. Voilà, franchement, c'est cool, c'est une bonne manière en fait de le tourner que positivement, c'est-à-dire que si je fais mes habitudes, j'augmente de niveau sur un petit jeu qui me fait plaisir, et si je le fais pas, bah tant pis. Et je crois, donc je les mets plus sur mon carnet, mais je crois que je dois quand même être à 90% ou juste un peu moins, quoi. Donc finalement, c'est peut-être une bonne solution. J'ai moins le plaisir de cocher les cases quand même et de me dire, ah, j'ai fait tout ça. C'est un peu plus dans le flou, je sais pas si ça me va. Il y a d'autres sujets par rapport aux habitudes. J'essaye un peu plus de revenir aussi sur le fondement des habitudes plutôt que enfin, faire une différence entre la fin et les moyens. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai arrêté de regarder YouTube le midi parce qu'en fait, je mettais trop de temps à manger le midi et du coup, ma journée s'allongeait et des fois, j'avais la flemme l'après-midi, etc. Mais le problème, c'est pas de regarder YouTube, c'est qu'il faut que je mange rapidement. Donc, si je me pousse à manger rapidement, ça revient au même. Voilà, c'est un exemple. Pareil, les 8 heures de sommeil, je sais que globalement c'est 8 heures et plus ou moins ou une ou 2 heures et c'est tout, et c'est l'heure qu'il faudrait. Mais j'en étais à, si je dors 7h30, à me rendormir pour cocher 8 heures. Et en fait, le but, c'est pas que je sois à 8h01, c'est que je me sois couché pas trop tard, levé pas trop tard. Et que j'ai dormi plus de 7, quoi. Donc pareil, peut-être que je vais revenir au décompte des habitudes, mais que je vais plus revenir à la fin plutôt qu'au moyen. C'est-à-dire que l'objectif est de bien dormir et peut-être que je vais juste me dire est-ce que tu as bien dormi? Ou juste me dire coucher avant, je sais pas, minuit et lever après 7 heures et après me laisser la variabilité. Et par exemple, j'ai fait un test. Cette semaine, j'ai pas mis de réveil et ça a bien marché. À tel point que, bah, je crois, première nuit, réveil 7h30, alors que normalement mon réveil est à 8h, voire 8h30. Et en fait, bah, j'ai fait, je sais pas, une nuit à 7 heures de sommeil, une nuit à 8, une nuit à 9, une nuit à 7. Donc en fait, j'ai une moyenne de 8 et je me suis laissé aller. Et ça marche plutôt bien parce que je me réveille plus vraiment à un moment adéquat dans lequel je me sens bien.
Donc, je sais pas si je vais reprendre l'arrêt du réveil parce que c'est lié à un autre problème que j'ai eu cette semaine qui est j'ai du mal à travailler en ce moment. Je dois être en fait, vu qu'il y a le sport, ma journée type, c'est je me réveille, je travaille, sport sport en fin de matinée 3 fois par semaine. Je reviens, je mange et je retravaille. Mais en fait, le temps de faire le sport et de revenir, des fois, je fais une pause de 3 heures et c'est compliqué de s'y remettre. Et vu que je me suis laissé dormir, et bah des fois on se lève un peu tard, on travaille juste 2 heures le matin, puis après 2-3 heures l'après-midi, ça me fait des journées de 5 heures. Je sais qu'il faut pas compter le temps, qu'il faut travailler à la tâche, etc. Mais quand même, je me dis, vu l'objectif qui est face à moi, travailler 5 heures par jour, je suis pas certain que ce soit le niveau d'investissement qui suffise. Donc, plein de réflexions sur ce sujet, à vrai dire. Il y en a une qui est que j'étais loin de faire que 5 heures par jour il y a encore quelques semaines. Donc bah voilà, c'est peut-être juste une phase de mou qu'il faut accepter, je travaille un peu moins. Puis c'est 5 heures 3 fois par semaine, donc il y a les 2 autres jours où je travaille plus. Il y a aussi le fait que des fois il y a des événements, des rendez-vous pro qui font que bah, là la journée a fait 9, donc en fait bah, il faut peut-être aussi être tranquille, se dire bah, je travaille tant que j'ai de l'énergie. Et quand j'en ai plus, dans tous les cas, il y aura bien une journée qui rattrapera le truc. Et l'autre hypothèse, c'est que vu que j'ai viré beaucoup de petites tâches, là j'ai des grosses tâches, il faut que je prépare une formation et il faut que j'écrive un article. Et en fait, concrètement, c'est pas quelque chose que je sais faire pendant 7 heures, 8 heures dans une journée. Ça demande beaucoup de ressources et je trouve que très souvent, sur ce genre de tâches, au bout de 3 heures d'affilée, surtout l'après-midi, c'est compliqué quoi. Donc déjà, je sais pas si vous avez déjà essayé d'écrire, mais écrire quelque chose de intellectuellement challengeant, parce que bah, déjà, enfin écrire un roman, etc. C'est assez compliqué. Il y a une trame à suivre, il y a une logique, il faut faire des belles phrases. Mais écrire de la science, il faut en plus être précis, factuel, suivre des codes. Et sincèrement, faire ça 3 heures d'affilée, c'est déjà énorme. Donc, par exemple, je me réveille un matin, je commence à 9 heures, je travaille de 9 heures à midi, et pendant 3 heures, j'écris un article. Ensuite, je fais mon sport, je mange. Quand je rentre chez moi, refaire 3 heures pour rédiger une formation, c'est compliqué. Et c'est pour ça que bah, là, globalement, je fais plutôt 2h30, 2h30, ou 3 heures, 2 heures. Parce que j'ai des grosses tâches qui me fatiguent et je pourrais me forcer. Si j'étais dans un bureau, je pourrais me dire, allez, pendant 2 heures, je vais continuer, mais je le sens en fait que je m'occupe pour m'occuper, que je divise par 3, 4, 5 ma rapidité pour continuer de produire. Et du coup, là, ce qui s'est passé pendant 2 semaines, c'est que je me disais, allez, bah écoute, fin de journée, même s'il est 16 heures, 17 heures et que tu as fait une grosse pause ce midi, bah c'est tout, tu as travaillé, tu as avancé, t'as fait ton sport, t'as fait tes tâches, t'as bien dormi, tu avances dans ta vie, donc il faut arrêter. Mais ouais, je suis en combat avec moi-même sur ce sujet-là. J'aime pas peu travailler. Je trouve que, je trouve que c'est très important de pouvoir se donner aucune excuse quand on rate. Et donc, si je finis par réussir à financer cette thèse et que je me dis, bah oui, mais t'as travaillé 5 heures par jour, bah oui, en fait, et je m'en voudrais. Et ma manière d'aller au-delà des regrets, c'est de tout donner. Et même là, de réfléchir à ça, je donne tout, hein, je suis pas si dur avec moi que ça. Mais voilà, est-ce que 5 heures par jour sont suffisants? Je sais que c'est pas toute l'année. Est-ce que c'est juste une phase? Est-ce qu'il faut que je change quelque chose? Voilà. Une grosse question de ce qui se passe en ce moment, pourquoi j'arrive moins à tenir. Euh, Je pense que il y a l'hypothèse potentielle de mon rythme de vie, beaucoup de sport, réduire les calories, parce que c'est un petit peu associé à un rééquilibrage alimentaire, ça fait que j'ai moins d'énergie. C'est très possible. Et aussi peut-être que je tends un peu plus à dormir plus tard et à me réveiller plus tard, et je suis quand même assez efficace le matin. Et donc là, ça vient en confrontation avec ce que je disais par rapport à l'heure de réveil.
c'est que, et surtout au fait d'avoir un réveil, je pense que j'aimerais bien me lever plus tôt quand même. Donc peut-être me coucher plus tôt et laisser et ne pas avoir de réveil, je pense que c'est ça. Mais après c'est compliqué de s'organiser et d'avoir l'impression d'avoir une vie quand on va au lit à 22 heures et qu'on a 25 ans. Mais je pense qu'il faut que je me lève plus tôt pour que j'ai au moins 4 bonnes heures de travail le matin. Pour que ensuite, au retour l'après-midi, même si je travaille 2 heures, bah voilà, déjà on est une journée à 6 et dont 4 bien performantes le matin. C'est un format qui est mieux parce que là je suis plutôt à devoir travailler plus longtemps l'après-midi que le matin, ce qui me va pas du tout. Donc voilà, réflexion autour du sommeil. Je pense que, allez, je prends la décision. On va plutôt se donner pour objectif de se coucher plus tôt pour pouvoir se lever plus tôt naturellement. Donc je réfléchis à une heure précise. Ouais, je vais faire ce que je faisais quand j'étais en forme. C'est que à 22 heures environ, on arrête ce qu'on fait, on arrête le film, on arrête le jeu vidéo et on se lance on va dormir, c'est-à-dire brossage de dents, on range la table, enfin bref, ce que fait le commun des mortels. À partir de 22 heures, on commence à aller se coucher pour que on dorme vers 23. Comme ça me fait une nuit de 23 à 7, ça me fait mes 8 heures logiquement, et bah, je peux me lever un petit peu près vers 7 heures pour être opérationnel vers 8. Ce qui me permet de travailler de 8 à 12, d'avoir mes 4 heures, et puis ensuite d'avoir une après-midi plus légère. Donc on va se donner pour objectif de arrêter toute activité éveillante qui laisse s'éveiller à partir de 22 heures. Voilà pour ce qui est du développement personnel et voilà pour ce qui est de ce podcast. J'ai à peu près dit ce que je voulais dire, à part les objectifs pour la semaine prochaine, mais sincèrement, euh, pas d'objectifs la semaine prochaine, en fait, parce que ça va être les mêmes, ou les objectifs de la semaine prochaine sont les suivants, ceux de cette semaine, c'est-à-dire pour la thèse, avancer sur mon article, pour l'entreprise, avancer sur ma formation, et pour le développement personnel, on va juste se coucher plus tôt. Voilà. Désolé pour ceux qui aimaient le fait que ce podcast soit enrichi de beaucoup de rubriques très complets, mais écoutez, c'est la phase par laquelle je passe. J'ai juste de grosses tâches à faire sur lesquelles il faut que j'avance. Je suis doctorant entrepreneur, donc il faut que je avance sur un article et sur une formation. C'est tout. Merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à me contacter et puis à bientôt.